navette. Ah, mais c'est fort C'est possible. quelqu'un nous a écrit, mais Ça, c'est vrai. C'est fort possible. Oui, il y a voilà. beaucoup d'Indiens qui font de recherche maintenant. Il dit, voilà, la vérité. Ça, c'est oui. C'est l'Indien qui a amené là. Quand j'étais aux États-Unis, je sortais de holiday inn, an American Korean. You must be Mr. Patel. All Patels are in America. C'est bon là? Tu es connecté? Il y a les connexions? À la réunion aussi, vous avez Patel, mais à la réunion, les gouverneurs sont 6. Très peu, très peu. Les gouverneurs sont. Ah oui, la réunion. Riche même, c'est riche. Mais ils se mélangent pas, ils étaient un peu à part. Vous passez, tout le monde voit maintenant. Je fais juste une brève présentation et après j'enchaîne la présentation de chacun et c'est parti. Mais je crois qu'il faut même faire passer Guy Pignolet avant moi aussi. Ah bon? Je peux passer parce qu'il attend depuis longtemps. Ok, bah je fais l'enchaînement et puis je passe. Attendez 2 secondes que je. C'est bizarre qu'il n'y a pas. En fait, là, je l'ai vu en direct. On peut le voir sur Facebook. Je l'enregistre et je vais voir comment ça va se faire aussi. Non, au moins, on peut ça. Est-ce qu'on peut il y a combien de personnes devant leur écran? Là, on ne voit pas en fait. Ouais. Ah, c'est bon, ça marche. Et tu peux faire zoom et j'arrive, tu termines. Bonjour, Balaganistan. Oui, 2 petites secondes, je règle quelques petites techniques et on est parti. Oui, justement, technique, est-ce que je peux enregistrer sur mon ordinateur? Est-ce que vous me donnez la permission? L'enregistrement, je ne sais pas, mais moi, j'enregistre aussi, quoi. Si vous voulez, après, je peux vous redonner l'enregistrement. Oui, c'est peut-être aussi simple si je l'enregistre directement, comme vous voulez. Mais il faut que vous m'accordiez la permission. C'est bon, tu as raison. C'est ça, c'est dire les ailes de feu. Moi, je l'ai vu quand il était chercheur j'ai visité l'Inde. On m'a demandé de visiter la docteur de défense. Je n'ai pas beaucoup parlé avec lui, c'est un chef d'équipe. On voulait collaborer et faire mettre au point. Non, c'est bon, normalement. Ok. Les Indiens, un petit peu les associations contre Tamouls, vous avez vu l'inviter quand il était à la retraite, par exemple. Là, tu vois, tu peux On appelle pour ce matin, ouais, mais c'est vrai, on avait pu le faire venir par migration. Il y a des missions qui sont. Ah oui, oui,
des livres. Regardez les livres, oui. Je peux regarder les livres. Ah oui, oui. Voilà, ce n'est pas la peine d'acheter parce que ça, ce livre, bon. Vous avez en ligne, c'est le livre, un autre qui a traduit le livre aussi. Oui, Et c'est indiqué d'ailleurs, c'est direct, il va indiquer. d'accord. Ou sur Internet, tout à fait. Et je le trouve. Très bien. Vous avez le texte, le livre Oui, bien tombe sûr. précieusement. Il n'y a pas de souci. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui veulent, mais je ne vois pas. Non, c'est normal. Ah, il manque le lecteur. Par exemple, la télévision française ne va pas faire un documentaire sur lui. Abdel Salam. Ils ne veulent pas. Par exemple, le film, il faut dire, regarde, voilà, c'est un peu plus. Même la 5, Tout est fait, c'est pas. ils ne veulent pas. Ok. Voir vous avez des connaissances Ah non, non, même avec un réalisateur. à la télé. Moi, je vais voir s'il y a des personnes par intermédiaire, pas directement. Et je verrai dans quelle mesure il y a possibilité. Je ne vous garantis rien, mais j'essaierai. Parce que, pourquoi je dis? Parce que bon, Ok. comme on parle tout le temps de l'islam en France, Oui. on va voir. Ah oui, tout à fait. Bonjour à tous. On va commencer. Je suis désolé du retard qui est lié un peu aux techniques. Donc, je me présente. Je m'appelle Bala Ganessa. Donc, je suis le président de l'association Kalpana. En fait, avec l'initiative de M. Deva Kumar, en fait, on voulait faire la commémoration du docteur Abdul Kalam. Il est né le 15 octobre 1931 et décédé disparu le 27 juillet 2015. L'objet avec mon ami Deva Kumar, c'est de parler non simplement du personne, mais aussi de sa vision scientifique, de sa vision humaniste et progressiste en tant que scientifique, en tant qu'homme de progrès, non seulement sur l'Inde, mais sur l'ensemble des pays. Donc, avant de commencer notre programme, donc en fait, je vous présente le programme qui va se passer ce matin. Donc, si vous voulez, donc l'objectif, je remercie l'ensemble des conférenciers présents ici. Je remercie aussi l'ensemble des personnes qui vont se rejoindre avec nous en ligne. Donc, notamment, j'ai eu le plaisir d'avoir avec nous M. Guy Pignolet qui est à La Réunion, M. Siraj Mohamed qui est en Inde, qui m'a contacté que ce matin pour parler d'un des livres de M. Dr Abdul Kalam. Dr Abdul Kalam, en fait, si vous voulez, je l'ai connu quand j'ai fait une de mes premières thèses il y a 20 ans. Et notamment, ce qui m'a inspiré, c'est notamment son projection, ce qu'il appelle India 2020, donc où il fait la prospection d'un pays, des États indiens, comme étant, entre guillemets, pas forcément une grande puissance, ce n'est pas l'objet, mais c'est vraiment comment développer l'éducation à tout le monde, donner l'accès à la science à tout le monde. Et donc, il est projeté sur 2020. Donc, on est sur cette période-là.
Sur cette base-là, on va ouvrir la commémoration du 99e anniversaire d'Abdul Kalam. Le professeur Dr Abdul Kalam, si vous voulez, c'est le 11e président des États indiens. Il est très particulier, il est très singulier, il est très, comment dire, important à la fois dans la vision qu'il a donnée aux jeunes étudiants quand il était à la fois enseignant-professeur dans les universités, mais en même temps, en tant que chef d'État, en tant que visionnaire, il a énormément influencé beaucoup de personnes. C'est ce qu'on verra au fur et à mesure des intervenants. Toutes les questions sont possibles. Et dans un premier temps, je vais commencer par présenter, ou plutôt le monsieur Vikram Grewal, qui est fonctionnaire troisième secrétaire à l'État dans l'ambassade de l'Inde, qui va parler en français, qui va donner une brève présentation sur Dr Abdul Kalam. Et ensuite, on a l'honneur et le plaisir d'écouter Madame Lalita Badrine. Madame Lalita Badrine, si vous voulez, elle est présidente du groupe de réflexion franco-indien, où elle mène depuis 30 ans des réflexions sur différents sujets, à la fois culturels, sociologiques et philosophiques, entre l'Inde et la France. Ensuite, on enchaînera, on donnera la parole à différents intervenants, à la fois à M. Guy Pignolet, à M. Deva Kumar, et on enchaînera un certain nombre de conférences au fur et à mesure. Décalage. Donc, on va écouter M. Vikram, qui va ouvrir notre commémoration. Et M. Vikram, il est troisième secrétaire de l'ambassade de l'Inde. Namasté, bonjour à tous. C'est un grand plaisir de parler aujourd'hui parmi vous au nom de l'ambassade de l'Inde. Je voudrais remercier M. Balaganis et l'association Kalbani d'avoir organisé cet événement pour marquer le 80e anniversaire de la naissance d'Abdul Kalam. A été un modèle pour des millions d'étudiants à travers le monde et célébré comme la journée mondiale des étudiants. Il est né en Prince-Laurent dans l'État du Tamil Nadu le 15 octobre 1931. Son père, Jean Labidi, était bachelier dans l'université locale. Kalam a connu des vies très modestes. Ça témoignage que une personne travaille dur dans l'apprentissage de sa vie. Aller à l'Institut diplôme. Il a étudié le militaire. Il a également le significatif essai nucléaire. Le premier ministre
Il a été le président de l'Union 1997. Possiblement, Georges pilote civil le Bharat Ratna. Le docteur Kalam a respecté les règles strictes de sa vie, aucune relation politique. Il a été politiquement active en faisant des faveur gouvernementale ouverte. Occupé le poste de président central sans jamais être impliqué dans les affaires politiques. Le docteur Kalam est décédé de son héritage continue de vivre et transmettre. Il a écrit je voudrais réciter une citation. Vous voulez briller comme le soleil, et brûler comme j'espère que c'est au nom de l'ambassade de l'Inde à Paris, je vous remercie tous d'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Vikram. On va passer à un autre entretien de Madame Lalita Badrine. Donc, Madame Lalita Badrine, elle est la présidente de groupe de réflexion sur tout type de sujet qui concerne entre la relation franco-indienne. Lalita Badrine, elle est la présidente L'ancien président petite taille. Sa maison de 19e siècle se situait dans une rue avec une mosquée. Il dit qu'il avait une enfance très agréable, aussi bien matériellement que émotionnellement. Dès l'enfance, ses parents lui inculquaient des principes de vie, de respect d'autrui, les préceptes qui ont resté toute sa vie. Monsieur Abdul Kalam parle aussi de l'endurance et de la tolérance qui existait à l'époque dans les différents lieux de son éducation. Et dans la pratique des religions, il parle de ces acquis de différentes religions. Monsieur Abdul Kalam parle aussi de principes sont restés avec la tolérance et ses études sont dans les différents
1965. En effet, mon frère aîné était à l'époque un collaborateur direct de M. Abdul Kalam dans le cadre du projet Tumba de ISRO au Kerala. Et M. Abdul Kalam est venu en France pour établir la base de coopération de longue année avec le collaborateur direct de M. Abdul Kalam dans le cadre de projet qui avait conservé un étroit lien Chabolé. avec le président s'est rendu au Charité Baron. La base de coopération. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation. Vous avez conservé un étroit lien Chabolé. avec le président s'est rendu au Charité Baron. La base de coopération. नहीं आ रहा हम यही कह रहे थे ऊपर हम देखो नहीं Chabolé. नहीं आ रहा हम यही कह रहे थे ऊपर हम देखो नहीं पे जाइए हमें सुनना है। ऐसा कैसे समझ में नहीं आ रहा तो कैसे ये बनाओ पे जाइए हमें सुनना है। ऐसा कैसे समझ में नहीं आ रहा तो कैसे ये बनाओ ऐसा कैसे समझ में नहीं आ रहा तो कैसे ये बनाओ Speak to okay. La technique, il est bien, mais sauf que s'il y a tout le monde doit couper le micro. Donc, est-ce que vous avez entendu ou pas? Je suis désolé, mais On n'a pas bien entendu. Il y avait deux événements. ouais. S'il te plaît, on n'a pas bien entendu. C'est superimposé. Je n'ai pas compris les quoi. On n'a pas bien entendu. On écoute. Oui, c'est Il y avait deux oui, événements. oui, tout à fait. S'il te plaît, on n'a pas bien entendu. Ouais. C'est superimposé. Oui, c'est en fait, si vous voulez, monsieur. On n'a pas bien entendu. On écoute. Oui, il y avait deux Oui, tout à fait. Avec des interférences. S'il te plaît, on n'a pas bien entendu. Ouais. C'est superimposé. Oui, c'est en fait, si vous voulez, monsieur. On n'a pas bien Il y a un entendu. problème de. On écoute. Oui, il y avait deux. Ok. En fait, voilà, on va enchaîner les choses. Merci. Pardon. Oui, c'est en fait, si vous voulez, monsieur. On n'a pas bien entendu. Ça fait C'est un problème de technique, je crois. On va enchaîner les choses. Merci. Oui. Monsieur Guy, est-ce que vous voulez prendre la parole avant que je donne à monsieur Deva ou à monsieur
Monsieur Roche. C'est un problème de technique que je crois. Est-ce que vous m'entendez? Merci. Voilà, en Est-ce fait, que vous si vous voulez, m'entendez? Monsieur Guy, est-ce que vous voulez prendre la parole avant que je donne la Ça mission tourne en boucle, je sais pas. C'est un problème de technique que je crois. Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous, on vous entend, oui. Oui. Alors, je vous entends avec un décalage. J'entends ma voix qui revient après. Oui, oui. Attends, je vais fermer le... Et il y a un bruit de fond Oui, nous, on vous entend. qui n'est pas très agréable. Alors, je vous entends avec un décalage. J'entends ma voix qui revient après. En fait, je le coupe moi-même. En Il fait. y a un bruit de fond qui n'est pas très agréable. Alors, je vous entends avec un décalage. J'entends ma voix qui revient après. En fait, je le coupe moi-même. Il y a un bruit de fond qui n'est pas très agréable. Alors, je vous entends avec un décalage. J'entends ma voix qui revient après. Bon, là, j'entends plus rien. Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend, monsieur. Oui, bon. Oui, moi, je sais pas. Oui, oui c'est bon, vous pouvez parler, monsieur Guy. Oui. Il n'y a pas le discours de M. Koumaran avant? Oui. Oui, je voudrais Monsieur poser une question. Koumaran, il veut que vous parlez, et puis après, il enchaînera. Ah, d'accord. Je voulais savoir, là, nous sommes 3 en... Ah non, 8 personnes quand même en visio, participants en visio. Est-ce qu'il y a des personnes en présentiel avec vous? Ben, simplement pour avoir une idée un petit peu de avec qui je parle. Donc, j'ai 5 personnes qui Oui, s'affichent on est comme 4. participants Zoom. Est-ce qu'il y a est-ce que vous êtes dans une salle? Est-ce que il y a un lieu, enfin, à Massy, est-ce que vous avez des gens, etc. S'il vous plaît. J'entends pas de retour, j'entends pas de réponse. Il est au four Oui. et au moulin. Oui, bonjour. Oui, en fait, ici, on est 4. On est à Massy, dans un établissement qui nous accueille. Et donc, D'accord. en fait, il y a un problème d'écho. Donc, en fait, je ne sais pas c'est quoi qui se passe dans le système. Il y a un- Écoutez, je vais vous dire en quelques mots, je veux dire, le fond de mon intervention. Ça va durer 1 minute ou 2. Et puis, si on retrouve
après des bonnes conditions de communication, et si c'est possible, je reprendrai la télé. Enfin, je suis très heureux d'abord pour les personnes qui sont là. Je vous remercie de votre invitation qui me touche profondément parce que pour moi, comme je le disais, Abdul Kalam a changé ma vie. Jusqu'en 2008, je ne savais absolument pas, je n'avais jamais entendu parler d'Abdul Kalam. Et puis, j'ai participé à Bangalore au congrès mondial d'astronautique qui cette année-là était en Inde. Et tout le monde était très excité parce que il y avait un certain Abdul Kalam que je ne connaissais pas qui allait faire un discours pour les étudiants. Abdul Kalam a fait un discours pour 2000 étudiants. Et j'ai été, je dirais, complètement scotché par ce qu'il a dit, parce que là, actuellement, j'ai 20 ans, donc 4 fois 20 ans, oui, 4 fois 20. Donc, j'avais pas loin de 70 ans à l'époque. Et je me disais, bon, après le congrès de Bangalore, je vais m'occuper de mon jardin et de mes arbres à l'île de la Réunion. Et puis, les activités publiques, c'est terminé. Et puis, j'ai entendu pendant 2 heures Abdul Kalam parler. Et en particulier, il parlait de l'importance pour l'avenir de l'humanité, l'importance des centrales électriques en orbite, qui sont des projets, d'aller chercher l'énergie du Soleil en orbite et de retransmettre par un faisceau micro-ondes vers la Terre où on en a besoin l'électricité produite. Et à la fin de son discours, Abdul Kalam a donné 10 recommandations pour les étudiants, dont 2, c'était de travailler sur le développement des centrales solaires en orbite et deuxièmement, travailler sur le développement du transport d'électricité sans fil par un faisceau de micro-ondes. Or, il se trouve qu'à l'île de la Réunion, depuis près de 25 ans maintenant, j'ai participé activement à la création d'un laboratoire sur le transport d'électricité par faisceau hyperfréquence, faisceau micro-ondes, qui est toujours actuellement leader en Europe. Donc, après ce qu'avait dit Abdul Kalam, en sortant de sa conférence à Bangalore, je me suis dit non, je ne peux pas arrêter mes activités. Et tel que vous me voyez, donc près de 15 ans plus tard, je suis toujours très actif avec l'Université de la Réunion. Nos collègues japonais, américains et maintenant chinois qui travaillent sur le transport d'électricité sans fil et les centrales électriques en orbite. Ce qui fonctionne un petit peu moins bien en Inde parce que l'ISRO, qui devrait pourtant, n'a pas trop suivi les recommandations d'Abdul Kalam sur le sujet. Alors, donc j'étais très touché. Quand je suis rentré à La Réunion, j'ai commencé à regarder un petit peu qui était Abdul Kalam, donc sa carrière, etc. Et j'ai vu qu'il avait écrit une autobiographie qui s'appelait Wings of Fire, en français des ailes de feu. Je l'ai cherché dans les librairies à Paris, je ne l'ai pas trouvé. Je suis passé à New York, je suis allé dans la plus grande librairie de New York où il y a un immense rayon indien. Il n'y avait que du mysticisme et du tourisme. Je n'ai pas trouvé le livre d'Abdul Kalam. Et finalement, ce sont des amis, des connaissances que j'avais en Inde, à Auroville, à côté de Pondichéry, qui m'ont envoyé un petit paquet de livres. Nous en étions déjà en 2009
à la 25e édition de Wings of Fire. Je me suis dit, voilà un livre qui est extrêmement intéressant. Il y a des pages remarquables dans ce livre et comme là, beaucoup de Français, beaucoup de Réunionnais ont des difficultés avec la langue anglaise dans laquelle le livre d'Abdul Kalam a été écrit, je me suis dit, il faut que je l'écrive en français parce qu'à la place de Inde, je mets île de la Réunion, à la place de nation, je mets région, et c'est un livre qui nous parle. Donc, j'ai commencé la traduction d'Abdul Kalam, de Wings of Fire. Bon, je l'ai fait doucement, je l'ai fait en 2 ans, mais je l'ai bien fait. Et cette traduction est actuellement sur Internet. Elle n'est pas encore publiée, mais on peut, aux gens qui veulent bien la lire pour me commenter, me donner éventuellement des remarques, parce qu'il y a toujours des petites corrections à faire sur des traductions. Donc, c'est possible. Je dis aux organisateurs de la conférence d'aujourd'hui, vous pouvez communiquer à ceux qui sont là le lien. Et monsieur Kumaran a le lien, donc vous pouvez le communiquer sur la traduction que j'ai faite, qui est sur Internet, justement, pour qu'on puisse continuer à travailler dessus, du livre Les ailes de feu. Livre exceptionnel où Abdul Kalam raconte toute sa vie jusque dans les années 90. Bon, après, comme vous le savez, le Parlement indien lui a demandé de devenir président de la République of India. République of India qui est 1 milliard 200 millions d'habitants ou quelque chose comme ça, ce qui est énorme, avec un pays où il y avait à l'époque, et ça c'est en train de changer rapidement, une petite minorité qui est à l'avant-garde de la technologie. Mais vu la taille de la Suède, si en pourcentage, cette petite minorité technologiquement très avancée fait un petit pourcentage, en nombre absolu de personnes, c'est plus grand que la Suède, cette minorité qui fait des centrales nucléaires, qui découvre qu'il y a de l'eau sur la Lune, qui envoie la mission la plus économique vers Mars et qui s'apprête avec la fusée Mark III à envoyer des cosmonautes indiens avec une fusée indienne. J'ai découvert en traduisant le livre d'Abdul Kalam, son autobiographie, que dans les années 60 et 70, avec Abdul Kalam, l'Inde avait coopéré avec la France et le CNES pour construire la fusée Europa 2, qui n'a pas vu. Il y aurait eu un étage commun avec des fusées indiennes, et puis le projet a été brutalement arrêté et je n'en avais jamais entendu parler de cette coopération en France. Voilà. Donc, il y a eu cette traduction j'ai fait avec beaucoup d'aide d'étudiants en littérature à La Réunion, avec des cosmonautes français qui m'ont aidé à préciser sur certains passages très techniques. Et je pense que c'est la meilleure traduction d'Abdul Kalam en français qui existe actuellement. Alors, Abdul Kalam lui-même avait été assez satisfait du travail que j'ai fait et m'a demandé il y a 7 ou 8 ans, 3 ou 4 ans avant sa mort, avant sa disparition, de traduire un livre dont il avait fait la préface qui s'appelle « Nourrir les pauvres oubliés », livre écrit par William Darr sur la nouvelle révolution agricole, puisqu'il y a eu une révolution agricole dans les années 60 qui a multiplié considérablement les rendements, mais au prix de la destruction des sols, et nous en souffrons actuellement.
Donc, William Darr, dans son livre Nourrir les pauvres oubliés, propose une révolution à 180 degrés par rapport à la révolution agricole de 1960, des années 60. C'est possible aujourd'hui avec les nouvelles technologies. Et j'ai, avec des amis réunionnais, fait la traduction française de ce livre, Nourrir les pauvres oubliés, qui est disponible aux éditions Souria de La Réunion. Alors finalement, Abdul Kalam est reconnu par la communauté mondiale de l'astronautique et je ne sais plus en quelle année, ça doit être 2 ans avant sa disparition, quelque chose comme ça, il a reçu de la New Space, National Space Society des États-Unis, à San Diego, en Californie. Il a reçu le prix Werner von Braun. Werner von Braun, qui est un des grands fondateurs de l'astronautique. Donc, comme il est d'usage quand on reçoit un prix comme ça, Abdul Kalam à San Diego a fait un discours pour dire qu'il est temps pour le monde entier de coopérer pour fabriquer les centrales solaires orbitales. Ce sont les industriels du monde entier qui actuellement fabriquent des armements et pensent qu'à faire la guerre, qui ont la capacité technique, technologique de fabriquer les centrales électriques orbitales. Et il est temps que les gens n'aiment plus la guerre aujourd'hui dans le monde entier, hein, pourtant il y en a partout, mais il est temps, d'un point de vue économique, que les industriels de l'armement changent d'activité et fassent non plus la guerre, mais fassent de la défense en travaillant en particulier aux centrales solaires orbitales qui seront bénéfiques pour l'humanité tout entière. Et Abdul Kalam a terminé son discours par une phrase magnifique avec laquelle je terminerai ma présentation. Il a dit à San Diego, nous avons aujourd'hui les moyens de faire que la planète Terre soit une planète où il fasse bon vivre, où l'économie marche bien, dans un monde pacifique, en paix. Et il a conclu, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Voilà, terminé. Merci, monsieur Guy Pignolet, pour votre super présentation. Si vous voulez, avant de donner la parole, je pense qu'on va faire la transition avec le docteur Mohamed Siraj, qui lui aussi a fait sa traduction aussi du livre qui s'appelle Les ailes du feu. Pour votre super présentation. Et si vous voulez, avant de donner la parole, je pense qu'on va faire la transition avec le docteur Mohamed Siraj, qui lui aussi a fait sa traduction aussi du livre qui s'appelle Bonjour. Bonjour, monsieur Ganeshan, pour cette merveilleuse occasion de me faire la présentation sur le discernement, le feu sacré, l'autobiographie d'Abdul Kalam que j'ai fait avec mon équipe. Je suis professeur de français au Jamal Mohammed College en Inde, dans le sud de l'Inde, à Trichy. Je suis le chef du département de français et cela me donne une bonne occasion de me présenter le livre Déchaînons le feu. C'est le livre que j'ai récemment publié avec El Amir Édition. C'est monsieur Abdul Kalam qui m'a donné l'occasion qui m'a donné la permission de publier ce livre-là en 2000. Je lui ai rencontré
à Chennai, à New Delhi, et aussi je suis allé, quand il est venu à Trichy, à l'aéroport, il m'a appelé de mon collège. Et comme ça, j'ai eu la chance de rencontrer et discuter avec lui et parler. C'est Déchaînons le feu, c'est récemment sorti avec la maison d'édition Al-Amir à Marseille. J'ai déjà fait un article sur Abdul Kalam en 2000 dans l'unique journal de l'amitié franco-indienne, le Trade Union. C'est une occasion, cela m'a permis d'occasion de faire une traduction du livre. Ainsi, j'ai demandé en 2000, il m'a rendu la permission, il m'a donné l'autorisation de traduire ce livre aussi. Et comme un hommage à M. Abdul Kalam, je souhaiterais lire la prière qu'il a fait dans son Déchaînons le feu sacré, l'autobiographie de Abdul Kalam qui est publiée par la maison d'édition Al-Amir. C'est disponible sur Amazon.fr. Amazon.fr, Déchaînons le feu sacré. J'aimerais plus lire les petites prières qu'il a données comme un hommage que je rends pour Abdul Kalam. À la mémoire de mes parents, ma mère, vague marine, sable d'or, foi de pèlerin, Mosque Street à Rameshwaram, le tout devenu un. Ma mère, vous venez à moi comme l'étreinte affectueuse du paradis. Je me souviens des jours pendant la guerre quand la vie était défi et labeur. Marcher des lieux et des lieux bien avant le lever du soleil. Marche pour aller étudier avec la Sainte Homme près du temple et encore kilomètres pour faire le cours d'alarme. Grimper les collines sablonneuses pour arriver à Railway Station Road, à Rameshwaram. Ramasser et distribuer les journaux aux citoyens de la ville temple. Quelques heures après le lever du soleil, aller à l'école. Le soir venu, aller au travail avant d'étudier la nuit. Tous ces efforts pénibles pour un jeune garçon, vous les avez. Ma mère a transmué en force intérieure pieuse en priant 5 fois par jour, ployez sur vos genoux, la tête baissée pour chanter la gloire du Tout-Puissant. Oh, ma mère, votre profonde pitié fait la force de vos enfants. Vous avez toujours partagé les meilleurs avec ceux qui en avaient le plus besoin. Vous avez toujours donné avec toute votre foi en lui. Je me souviens encore d'un jour, j'avais 10 ans, endormi sur vos genoux aux grandes dames des frères et sœurs par une nuit de pleine lune. Mon monde s'arrêterait à vous, mère, ma mère. Quand je me réveille à minuit avec des larmes tombant sur mes genoux, vous connaissez la souffrance de votre enfant, ma mère. Vos mains affectueuses éloignant tendrement la douleur. Votre amour, votre affection, votre foi m'ont donné la force d'affronter le monde sans avoir peur, animé de sa force. Nous nous retrouverons au jour du jugement dernier, ma mère, Abdul Kalam. Ainsi, il a montré son égard envers sa mère et aussi la patrie, l'Inde et surtout la ville touristique qui est Rameshwaram. Je suis très heureux de présenter cette prière comme un hommage à M. Abdul Kalam qui est décédé en 2015. J'ai même publié dans l'ambassade de l'Inde, dans le journal Les Nouvelles de l'Inde, un article sur Abdul Kalam qui était publié en 2015 comme un hommage. J'ai lu et fait une présentation sur Abdul Kalam. Ce livre est disponible avec Al-Amir Édition qui est basé sur Marseille. C'est moi qui ai traduit, c'est moi qui ai écrit en 2000 avec le Trade Union de Pondichéry et aussi encore, je l'ai fait un hommage en Trade Union 2015. Moi, je suis fier de faire la présentation de cette
foi avec la prière et avec la livre de chez nous, le feu sacré. Il a dit en anglais, dream, dream, until your dream comes true. Dream, dream, until your dream comes true. C'est lui qui m'a fait de rêver de faire la traduction de cette autobiographie qui est très inspirant. Et mes étudiants, je le montre dans mon université Jamal Mohammed College à Trichy. Mes étudiants, notre professeur était très content de cette traduction qui est disponible en France. Monsieur Guy Pignolet, je vous suggère que vous devez lire certainement cette autobiographie qui est disponible avec Kindle et e-books plus Amazon. Je vous souhaite bonne lecture. Je vous remercie, M. Balaganessen, qui m'a permis de cette occasion de faire la présentation sur le livre que j'ai eu la chance de présenter aux participants, aux intervenants, aux gens qui ne connaissent pas que j'ai traduit ce livre-là. C'est une grande occasion pour moi, c'est un honneur pour moi. Moi, je suis très content. Merci, M. Balaganessen. Eh bien, Merci, M. Balaganessen. Merci, je Vive lirai l'Inde, votre livre. vive la France. Vive l'Inde, vive la France. Jai Hind. Merci. Vive l'Inde, vive la France. Vive l'Inde, vive la France. Jai Hind. Merci. Merci, Monsieur Siraj, de votre présentation. Je pense que Monsieur Pignolet et Monsieur Siraj, vous pouvez se contacter parce que vous parlez du même ouvrage et que ce serait très pertinent d'échanger et d'élaborer quelque chose. Voilà. C'est une grande occasion pour moi, en effet, de discuter avec M. Guy Pignolet. Et aussi, je vous remercie, M. Balaganessen, pour cette occasion impeccable. Voilà. Je voudrais demander aux organisateurs s'ils peuvent envoyer à tous les participants les adresses e-mail de tous les participants. Parce que j'ai aussi un bulletin que je sors tous les mois ou tous les 2 mois et je serai heureux de garder le contact avec tous les participants de ce colloque d'aujourd'hui. Merci de nous envoyer à tous la liste des emails, des noms et des emails des participants. Par email, s'il vous plaît. Oui, oui, merci. Pour moi, c'est une question, ça ne me pose pas de problème. En fait, on est en France, on doit protéger les données. Donc, je vais poser la question à tout le monde, à tous les intervenants et aux conférenciers, aux participants, si je peux échanger leurs coordonnées. Donc, s'ils sont tous d'accord, je fais un tableau, je fais une synthèse et j'enverrai à tout le monde. Ça ne me pose pas de problème. En fait, on est en France, on doit protéger les données. Donc, je vais poser la question à tout le monde, à tous les intervenants et aux conférenciers, aux participants, si je peux échanger. Au moins, tu entends ce que tu as dit. Donc, s'ils sont tous d'accord, Oui. En fait, si vous voulez échanger, on peut commencer à faire le débat. Non, parce qu'il y a des échanges. Monsieur Shenmugam, vous voulez prendre la parole? En fait, si vous voulez échanger, on peut commencer à faire le débat. Il y a M. Shenmugam qui vous posait des questions par rapport à ce qui a été dit. Monsieur Shenmugam, vous voulez prendre la parole? En fait, si vous voulez échanger, on peut commencer à faire le débat. Bonjour Selvam. Bonjour Selvam. Ils sont de la même ligne.
Selvam, il semblerait qu'il n'ait pas de micro. Monsieur Chalmogom, on ne vous entend pas, hein. En fait, il faut activer votre micro. On va donner la parole à Monsieur Deva Kumar, qui va parler plutôt d'Abdul Kalam et est-il un sage? Et ensuite, on donnera la parole à Monsieur Surya Narayanan. Et si vous voulez, à la fin, on fera un débat et une discussion pour que tout le monde puisse participer. On va donner la parole à Monsieur Deva Kumar, qui va parler plutôt d'Abdul Kalam et est-il un sage? Et ensuite, on donnera la parole à Monsieur Surya Narayanan. Si vous voulez, à la fin, on fera un débat et une discussion pour que tout le monde puisse participer. On va donner la parole à Monsieur Deva Kumar, qui va parler plutôt d'Abdul Kalam
Est-ce que ça marche là maintenant? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ça marche là maintenant? Est-ce que vous m'entendez? Vous entendez? Bon, je commence. Je vais traiter parce que mes prédécesseurs ont beaucoup traité un peu sur la vie et même sur sa carrière à la fois scientifique et politique. Moi, je voudrais présenter Abdul Kalam sous l'angle, disons, d'un sage, c'est-à-dire en d'autres mots, d'un traité un peu sur la vie et même sur sa carrière à la fois scientifique et politique. Moi, je voudrais présenter Abdul Kalam sous l'angle, disons, d'un sage, c'est-à-dire en d'autres mots, d'un traité un peu sur la vie et même sur sa carrière à la fois scientifique et politique. Je peux continuer? Donc, alors je voudrais citer Marcel Proust. Marcel Proust disait, on ne reçoit pas la sagesse, il faut la découvrir soi-même. Et aussi, qu'est-ce que c'est un sage? Alors, j'ai cherché dans le dictionnaire de Robert. Celui qui peut நீ வையே être நான் considéré சாப்பிடுறேன் sous cet angle, Abdul Kalam, c'est un modèle pour l'Inde. Et aussi, qu'est-ce que c'est un sage? Il faut voir, il y a sa naissance, elle est née dans une famille, disons, pas pauvre, mais modeste. Il a fait de bonnes études, il s'est sacrifié même peut-être ses temps de loisirs pour pour accéder à un niveau assez élevé dans son domaine, c'est-à-dire dans le domaine scientifique. Mais il faut voir aussi, Abdul Kalam est né en Inde, il est vrai, il est né dans le sud de l'Inde, sud-est de l'Inde, qui est la région Tamoul, qui a une civilisation très ancienne, et aussi il a été influencé aussi par cette civilisation. Alors, Abdul Kalam, pour moi, c'est une figure qui devrait être connue non seulement en Inde, et aussi en France et dans le monde, parce qu'il appartient à une religion qui s'appelle l'islam. Bon, maintenant, aujourd'hui, on le sait que l'islam, quelque part, dans tous les médias, l'islam est présent sous un autre angle qui, je dirais, qui n'est pas tout à fait positif. Mais Abdul Kalam, c'est ça qui est intéressant chez lui, il donne cette, disons, cette vision du monde au sein de ce domaine religieux. Parce qu'à certains moments, comme dans le Tamil Nadu où Abdul Kalam est né, on a contesté le pouvoir des religions par des partis politiques comme le parti dravidien, etc. Bon, ça c'est le passé dans les années 60-70. Abdul Kalam, il est croyant. D'ailleurs, il dit qu'il croit en Dieu. Ce n'est pas un athée. Mais seulement la différence avec lui par rapport à d'autres qui se disent être des croyants ou des croyantes, Abdul Kalam est né musulman. Il est resté musulman. Disons, il est mort aussi comme musulman. Mais seulement, c'est un homme qui a été ouvert vers d'autres religions et particulièrement vers l'hindouisme. Alors, comment il s'est intéressé aux écrits sacrés de l'Inde, comme les Védas? Il s'est beaucoup intéressé même à vivre, à rencontrer des maîtres spirituels. Il a été à la recherche, disons, ce qu'on appellerait aujourd'hui des sadhus, des gourous, des maîtres spirituels. Donc, cela me fait penser aussi à un autre grand mystique de l'Inde, un grand philosophe, Swami Vivekananda, qui est né en 1873 et
décédé en 1901, je crois, 1902, qui avait participé au premier parlement de religion à Chicago en 1893. Lui-même, il donne cette image. Je crois que Abdul Kalam, certainement, il a lu Swami Vivekananda. Il a dit que toute âme est en puissance divine. Il faudrait la réaliser par son travail ou par la philosophie. Et ce que, à mon avis, c'est là que je place, moi, c'est ma définition du sage, quand je dis qu'est-ce que c'est un sage. Et Abdul Kalam a été ce sage, c'est-à-dire tout en considérant comme un croyant, ayant une âme à la recherche de cette vie divine, mais par son travail ou par sa philosophie. Donc, par son travail, quand même, il faut reconnaître qu'il est devenu un grand scientifique. Malheureusement, je me pose la question, je me suis toujours posé la question suivante, comment se fait-il que les autres pays, que les autres originaires des autres nations n'obtiennent jamais des prix Nobel, c'est uniquement les États-Unis et l'Occident. Alors que je pense qu'il y a de très grands écrivains, de très grands scientifiques qui sont à travers le monde. Je me pose la question, pourquoi ils n'ont jamais obtenu un tel prix, le prix Nobel comme un prix prestigieux, à commencer par le Mahatma Gandhi, qui n'a jamais obtenu le prix Nobel de la paix. C'est curieux quand même. Et paraît-il, le secrétaire perpétuel de l'Académie a regretté quand il avait décerné le prix Nobel de la paix à sa sainteté, le Dalai Lama. Donc, pour vous dire, voilà, c'est un homme assez élevé, à un niveau assez élevé dans le domaine scientifique, mais il a réalisé, si vous voulez, sa vie à travers la philosophie et aussi à travers le domaine scientifique. Et il avait été influencé par un grand sage de l'Inde, donc on n'arrive pas à bien le fixer peut-être avant l'ère chrétienne ou après l'ère chrétienne, qui s'appelle Tiruvalluvar. C'est un livre qui est considéré par beaucoup de Tamouls comme le Coran ou la Bible. C'est-à-dire, c'est un livre comme un guide spirituel, aussi bien philosophique pour les Tamouls. Donc, ce docteur Abdul Kalam a été très influencé par ce livre. Et quand il avait été invité au Parlement européen, et dans son discours, il avait cité l'une des phrases célèbres, ou on appelle ça Courel, bon, disons, l'un des vers célèbres de Tiruvalluvar. Mais le président du Parlement européen, après son discours, a dit, il a été applaudi vraiment, des applaudissements nourris, comme on dit, chauds et nourris. Et si le président du Parlement européen disait, c'est l'un des plus beaux discours qu'on avait attendu au Parlement. Et c'est un discours où il avait, et c'est un homme, Abdul Kalam, non seulement il a parlé de l'Inde, mais il s'est tourné vers l'extérieur, vers le monde extérieur. Et tout ceci m'amène encore, je reviens encore à ce mystique indien de religion hindoue que j'aime beaucoup, Swami Vivekananda, qui a même parlé de la religion universelle lors du premier parlement des religions à Chicago. Alors aujourd'hui, la place d'Abdul Kalam. Je regrette beaucoup, et je le dis honnêtement, grâce à mon ami Bala Ganesan, qui est président de l'association Kalpana, qui a bien voulu accepter, qui a voulu commémorer ce 90e anniversaire. Et c'est un grand honneur, en tant que citoyen français d'origine indienne, de pouvoir commémorer en France cet anniversaire avec des amis qui sont dans la salle et aussi qui sont en visioconférence. Donc, je pense, c'est mon idée aussi, je ne sais pas si cette idée sera acceptée par mes compatriotes ou par mes amis, c'est que, par exemple, l'année suivante ou les années suivantes, par exemple, on pourrait organiser une journée intitulée Abdul Kalam. Autour de ce nom-là, on pourrait organiser des conférences sur les sciences, sur la philosophie, sur la littérature, etc. Ça serait intéressant aussi. Donc, pour aujourd'hui, je suis très, très content de savoir Abdul Kalam a été commémoré. Ça, c'est très important pour moi. Même si nous ne sommes pas tellement nombreuses et nombreux, mais c'est très important de commémorer, de penser, de saluer la mémoire d'un tel homme.
Alors, quelle est sa place aujourd'hui? Sa place aujourd'hui, bon, on parle en tant que président de la République. Vous savez, on raconte pas de choses. Je crois qu'il avait vécu modestement comme président de la République. Hein. On raconte même, hein, ce n'est pas comment constater cela, pas constater. J'ai entendu, je pense hein, que ça doit être vrai. Il paraît qu'Abdul Kalam, en tant que chef de l'État indien, a été invité, je ne sais pas, dans une petite ville, et il devait arriver en hélicoptère. Il paraît qu'il y avait un certain nombre d'arbres là-bas. Et l'organisateur, certainement, ça doit être soit un préfet ou un gouverneur, peu importe, en tout cas un responsable du gouvernement local, disait non, non, dans ce cas, il faut abattre quand même un certain nombre d'arbres pour que l'hélicoptère puisse atterrir. Bon, il a atterri, il a fait son discours, mais quelqu'un lui a dit, Monsieur le Président, vous savez, lui parle peut-être pour se mettre en valeur. Il aurait dit ne pas lui dire peut-être. Vous savez, nous avons coupé tous ces arbres-là pour que vous puissiez descendre, venir ici en hélicoptère. Il a été choqué. Il a été vraiment attristé. Il a dit avant de quitter ce petit village ou cette petite ville, il disait, écoutez, je vais quitter, sinon je resterai ici. Je quitterai quand vous me direz que vous allez planter tous ces arbres, que vous allez planter d'autres arbres à la place de ces arbres que vous venez de détruire. Voyez, à peu près, on voit cet homme qui c'est-à-dire, c'est ça qui est intéressant, voyez-vous. Pourquoi je dis un sage? Un sage, à mon avis, c'est lui qui est, on dit en Inde, par exemple, innocent. C'est-à-dire, c'est vrai, c'est-à-dire quelqu'un qui ne donne pas une grande importance à ce qu'il fait. Et chez Abdul Kalam, de plus en plus, je constate, d'ailleurs, le monde va se référer un peu à sa philosophie. L'homme, il doit être un être humain. Mais les autres choses sont secondaires. La profession, les diplômes, les titres sont secondaires. Je ne dis pas que ces choses-là n'ont pas une grande importance, mais l'important dans la vie, c'est de vivre comme un homme. Je crois que Diogène, vous savez, il faut voir le philosophe grec, et il se promenait avec une lanterne, vous savez, en plein jour, disant, mais qu'est-ce que vous cherchez, monsieur? Je cherche un homme. Oui, justement, cet homme, pour moi, c'est un sage, c'est Abdul Kalam. Pour moi, c'est Abdul Kalam. Peut-être vous pouvez contester les personnes qui sont là, mais ils valorisent trop Abdul Kalam, docteur Abdul. Non, 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 je vous dis honnêtement, il n'y a pas que lui, il y en a d'autres, peut-être ces personnes sont peu connues. C'est cet homme qui est Abdul Kalam, c'est-à-dire cet homme qui est un sage. Voilà. Je pense que Diogène avait raison de chercher un homme. Non, en plein jour. Le plein jour dans le sens qu'en plein soleil, c'est-à-dire quelqu'un qui cherchait un grand homme dans les plus grandes universités du monde. Un homme qui chercherait un homme ou une femme d'ailleurs, dans les grandes académies. La preuve qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte, on est au XXIe siècle, que le monde va très mal, et la preuve que nous avons la pandémie, aucun scientifique arrive vraiment à la maîtriser. Cela prouve dire que nous, en tant qu'être humain, comme moi par exemple, un homme très simple, qui sont très simples, j'ai cherché mon homme. J'ai cherché mon homme et j'ai trouvé en Abdul Kalam. Voilà, c'est ce que je voudrais terminer en demandant à toutes les personnes qui sont à l'écoute, comme mon ami Guy Pignolet a dit qu'il faut garder nos coordonnées, hein. Il ne faut pas perdre nos contacts, même si nous sommes peu nombreux, ce n'est pas grave, mais nous pourrons organiser d'autres colloques, d'autres conférences autour d'Abdul Kalam et à travers lui, découvrir d'autres personnalités dans le monde. Voilà, je vous en remercie infiniment. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des contributions? Oui, si vous voulez bien.
à la fin de son livre, Les ailes de feu, Abdul Kalam dit lui-même, je suis musulman, mais je suis indien d'abord. Oui, si vous voulez bien, À la fin de son livre, Les ailes de feu, Abdul Kalam dit lui-même, je suis musulman, mais je suis indien d'abord. oui, si vous voulez bien, À la fin de son livre, Les ailes de feu, Abdul Kalam dit lui-même, je suis musulman, mais je suis indien d'abord. oui, si vous voulez bien, À la fin de son livre, Les ailes de feu, Abdul Kalam dit lui-même, je suis musulman, mais je suis indien d'abord. oui, si vous voulez bien, À la fin de son livre, Les ailes de feu, Abdul Kalam dit lui-même, je suis musulman, mais je suis indien d'abord. oui, si vous voulez bien, Monsieur Chelmogoum, vous voulez intervenir? Par contre, on ne vous entend pas, hein. Monsieur Chelmogoum, vous voulez intervenir? Il est médecin à la réunion. Par contre, on ne vous entend pas, hein. C'est pas le signe rouge, là? Son écran est Oui. fermé. Oui, son écran est fermé, là. Ah, oui. Peut-être, je sais pas. Monsieur Chelmogoum, vous voulez intervenir? Voilà, voilà. Par contre, on ne vous entend pas, hein. C'est pas le signe rouge. Monsieur Chelmogoum, vous voulez intervenir? Par contre, on ne vous entend pas. En fait, le micro il est ouvert, mais c'est que sur son écran à lui, il a un problème. Parce que tout le monde en entend. Vous voulez intervenir? Je vous donne la clé. Monsieur Chelmogoum, vous voulez intervenir? Par contre, on ne vous entend pas. En fait, le micro il est ouvert, mais c'est que sur son écran à lui, il a un problème. Parce que
Attendez. Oui, bonjour. Je reprends en fait. On va laisser la parole au docteur Surya Narayanan, qui est en fait qui travaillait au CNRS. Donc c'est le laboratoire, c'est le centre de recherche française. Et aujourd'hui, il va parler de l'apport des maths dans les sciences. Oui, bonjour. Je reprends en fait. On va laisser la parole au docteur Surya Narayanan, qui est en fait qui travaillait au CNRS. Donc c'est le laboratoire, c'est le centre de recherche française. Et aujourd'hui, il va parler de l'apport des maths dans les sciences. Oui, bonjour. Je reprends en fait. On va laisser la parole au docteur Surya Narayanan, qui est en fait qui travaillait au CNRS. Donc c'est le laboratoire, c'est le centre de recherche française. Et aujourd'hui, il va parler de l'apport des maths dans les sciences. Ok, d'accord. Okay, oui, bonjour. On va laisser la parole On démarre comme ça après. Ici? Ok. Bonjour tout le monde. J'aimerais bien remercier M. Balaganessen pour m'avoir donné cette occasion de parler devant vous un petit aperçu de mathématiques en Inde. D'ailleurs, je dois féliciter M. Balaganessen d'avoir pensé, d'avoir organisé. Je pense que c'est la première fois dans la région parisienne où on parle d'Abdul Kalam, si je ne me trompe pas. C'est vraiment, il a beaucoup de courage d'avoir fait ça. Je dois dire tout de suite que je ne suis ni historien ni mathématicien. Tout ce que j'ai appris, c'est après ma retraite, parce que malheureusement, lors de l'éducation anglaise, je pense qu'on nous a complètement oblitéré la contribution de mathématiques par les Indiens dans l'ancien land, si on peut dire. Voilà, comment ça marche? C'est ici, là? Comment ça marche? Il est parti. Oh, attendez, j'ai un vrai problème. Chaque... Okay. Voilà, le plan d'exposé, c'est, on va parler très brièvement de mathématiques ailleurs, un peu d'histoire, les contributions de la Grèce, système numérique en Inde. Et je vais parler du théorème de Pythagore. Je suis sûr que vous n'avez pas oublié, vous avez tous appris le théorème de Pythagore. Et les contributions de Bodhiana, Aryabhata, ce sont des mathématiciens de l'Inde. Et de maths à l'astronomie. Interruption de l'école de Ujjain, où travaillait Aryabhata, et début et fin de maths en Kerala. Alors, maintenant, je pense que voilà, ça marche. Quelques dates à retenir. Alors, on parle en Inde de la Veda, c'est disons 2000 ans ou 3000 ans avant Jésus-Christ. Et 1500 avant Jésus-Christ, on pense qu'il y avait Jyotisha Vedanga. C'est un livre sur l'astrologie par Lagada. Et on sait qu'à peu près 1450 avant Jésus-Christ, il y a Moses et Torah et Pentateuque ou de Testament ancien. Et 600 avant Jésus-Christ, travaillait Bodhiana, dont le travail on va parler rapidement. Et 400 avant Jésus-Christ, c'est les Juifs qui sont arrivés en Inde, Cochin, dans le sud de l'Inde. Et vers 350 avant Jésus-Christ, Aristarchus, il a proposé que la Terre tourne autour du Soleil, mais c'était abandonné par les autres et surtout Ptolémée 90 après Jésus-Christ, il a dit non, le Soleil qui tourne autour de la Terre. Et nous arrivons vers centaines ou 150 ans après Jésus-Christ, où il y a des livres qui existaient qui s'appellent Surya Siddhanta. C'est un livre sur l'astronomie l'Inde. Et à peu près à la même époque, a vécu Aryabhata qui a contribué beaucoup sur les mathématiques et aussi bien l'astronomie. Et il a créé une école qui s'appelle l'école de Ujjain, qui est dans le nord de l'Inde. Et un peu plus tard, c'est 1400,
il n'y a pas grand-chose, selon moi, entre 1200 et 1350. Et 1400 apparaît une école en Kerala, dont le chef était Madhava. Pour vous titre de mémoire, je vous dis vers 1000, l'an 1000 après le Jésus-Christ, Al-Biruni, l'Iranien mathématicien astronomeur qui avait la connaissance de l'Inde également. Alors, vous savez que Marco Polo est parti en Chine, il est revenu par l'Inde, mais j'ai trouvé dans un petit livre de Marco Polo rien sur la science. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien sur la science, parce que vous savez, on peut toujours constater le visiteur qui vient à Paris, qui aimerait bien regarder le Lido et le nightclub, mais ils ne connaissent pas le Collège de France ni Notre-Dame. Donc, c'est possible qu'il n'était pas intéressé. Ça ne veut pas dire que cette science n'existait pas. 1400, c'est Leonardo da Vinci, et 1444, c'est Nilakanta Somayaji, c'est un grand astronomeur de l'Inde, qui était l'école de Kerala. Et vous devez noter que ce n'est qu'après Copernicus qui était né, qui a proposé ce modèle. Et Vasco da Gama, il arrive vers 1500 en Inde. Et Tycho Brahe, qui a contribué beaucoup sur l'astronomie, il a vécu beaucoup plus après Nilakanta Somayaji. Donc, tout ce qu'on apprend de Nilakanta Somayaji, c'est original, c'était proposé avant Tycho Brahe et avant Galileo, qui était grand astronomeur, qui a découvert le télescope. Tout le monde sait. Et c'est Kepler, 1500-1600, qui a établi beaucoup de lois sur l'astronomie. Comme je vous ai dit déjà, je ne suis pas grand spécialiste, donc je vais faire un petit aperçu, je parcours assez rapidement. Mais vous savez, au fur et à mesure que les gens progressent, on découvre d'autres choses par des recherches ou par de l'archéologie. Donc, les gens ont trouvé qu'il y avait les gens qui savaient compter en Afrique, mais ils comptaient en écrivant, en mettant un petit trait sur le os d'un animal. Par exemple, pour 1, ils mettaient 1, 2, 3, 4. Après le 4, ils mettaient un bar sur 5. Après le 5, ils mettaient un autre bar 6. J'ai écrit 10, mais ils ne savaient pas écrire le 10. Ils ont mis 2 fois. Il n'y a pas besoin de compter les 10. C'est comme ça qu'ils commencent à compter. Ça s'appelle tally sticks. Et ça existait il y a bien longtemps et certainement utilisé par les gens qui gardaient le bétail. Mais il faut savoir écrire le numéro. Le chiffre, c'est écrit par les Grecs. On sait très bien que les Grecs écrivaient déca, écrit D pour signifier 10 et H pour hécaton, etc. Donc, on peut écrire, pour écrire 539, il faut écrire beaucoup d'alphabets, comme vous voyez, H, etc., etc. Mais c'était assez difficile à lire. Alors, les gens pensent actuellement, le système numérique était proposé par les Indiens. Alors, c'est ce qu'ils ont trouvé, le manuscrit Bakshali, c'est un ancien manuscrit mathématique indien écrit sur l'écorce de bouleau qui a été trouvé près du village en 1880. Ça ne veut pas dire que ça existait avant, ils ont trouvé. On ne sait pas combien de temps ça existait avant. Donc, les gens pensent que c'est là qu'a commencé la façon d'écrire le numéro. Et on pense que l'origine, c'est à peu près 200 avant Jésus-Christ. Vous pouvez regarder comment le chiffre était écrit dans le temps et puis c'était modifié un peu certainement. Et écrire le large numéro, ce n'est pas un problème pour les Indiens. Ils prenaient à partir de 10 puissance moins 7 jusqu'à plusieurs années dans le millénaire parce que le nombre était limité par les Grecs et les autres, alors qu'en Inde, il y a des mots en sanskrit qui peuvent signifier millions et millions, milliards, etc. Et également, on constate qu'ils ont commencé à définir le zéro. Par exemple, le nombre multiplié par 0 donne un 0. Et le nombre divisé par 0 est infini. C'était un peu mal compris au départ, mais après, ils ont bien établi. Et certainement, il y a des contributions d'autres pays également. Donc, si on regarde Al-Biruni à 1020 après Jésus-Christ, il dit clairement dans ce livre, alors que nous utilisons pour le calcul des lettres en fonction de leur valeur numérique, les Indiens n'utilisent pas du tout
des lettres pour l'arithmétique. Il faut voir également en Syrie à peu près les mêmes idées. Et il faut noter que Pierre-Simon Laplace a bien écrit que c'est l'Inde qui nous a donné la méthode ingénieuse d'exprimer tout le nombre par le moyen de 10 symboles. Il ne faut pas oublier la contribution de Maya. Malheureusement, la civilisation de Maya a été détruite et il paraît que les gens font de recherche encore, mais le Maya, il utilisait la base de 20. Ce n'est pas exactement comme les hindous qui utilisaient la base de 10. Donc, pour multiplication était par 10 en Inde, c'est facile, on ajoutait un 0. Par contre, l'année Maya était 18 multiplié par 20 égale 360, et puis il ajoutait 5, 365. Le concept de grand numéro était très facile pour les Indiens. Ils pouvaient écrire de très grands nombres, comme je vous ai expliqué déjà. On arrive maintenant vers 800 ans avant Jésus-Christ. Ça s'appelle Sulba Sutra. C'est beaucoup étudié par Bodhayana. Alors, maintenant, on rentre dans un peu de mathématiques, ce théorème de Pythagore. Je suis sûr que on peut pas, vous savez certainement oublier comme moi comment démontrer ce théorème. C'est A carré plus B carré égale C carré. C'est facile à retenir. Comment ils ont fait Bodhayana? Alors, imaginez un carré. Je ne sais pas si vous voyez bien la figure. Et vous imaginez un diagonale. Il a dit, d'ailleurs, en Inde, tout est écrit en poésie. Les gens apprennent les mathématiques en forme de poésie. C'est facile à retenir. Donc, dans la poésie, il écrit, quand on met un corde comme un diagonale de carré, d'un carré, vous obtenez la surface de carré marquée par le côté C égale A carré plus B carré. C'était utilisé par plusieurs prêtres pour construire différents diagrammes par terre, etc. etc. Ici, c'est Aryabhata qui a pris sous ses connaissances, il a fait une grande école. Ce n'est pas son figure, c'est une figure imaginative. Ils ont fait honneur à Aryabhata dans l'Institut de Pune, qui est près de Bombay. La fonction trigonométrique en Inde, nous, on utilise sinus theta, cosinus theta. En Inde, il n'y avait pas comme ça. C'est pour ça que les gens pensaient que les Indiens ne savaient pas la trigonométrie, mais ils l'utilisaient comme Gia. Gia alpha égale R sinus alpha. Il dit Koya pour Kojia pour cosinus. Aryabhata, il a fait un calcul, je ne peux pas rentrer dans les détails. Par exemple, sinus theta, il a montré que la valeur c'est 0,86620. Alors, si vous utilisez votre calculette, vous trouvez 0,86602, presque la même. Donc, c'était avec une certaine précision, Aryabhata, il a pu calculer toute la fonction de trigonométrie. Il faut dire également, en Chine, les tables de sinus d'Aryabhata ont été traduites dans le livre de, voilà, j'arrive à lire, mathématiques chinoises de Kaliung Zanzing, compilé en 718 après le Jésus-Christ. Donc, il y avait des relations entre Chine et l'Inde et également avec le Bouddha, mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Les mathématiques aussi étaient transmises. Ça ne veut pas dire que les Chinois ne connaissaient pas les mathématiques, hein, ne comprenaient pas mal. Alors, qui dit mathématiques, qui dit astronomie, tout est lié. Alors, par exemple, c'est la Terre ou le Soleil qui tourne. C'est les Grecs, il semble, c'est les Grecs qui commencent à réfléchir. En 350 avant Jésus-Christ, Aristochus a proclamé que le Soleil et non la Terre qui tourne était au centre de notre univers. Mais c'était abandonné par Archimède et Plutarque, mais vite abandonné. Et Ptolémée a avancé l'idée que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre.
Donc, l'idée était originale en Grèce, mais c'était abandonné. Donc, tout le monde a commencé à suivre le Ptolémée. Et à cette époque, également, il y avait des réflexions en Inde. Alors, encore toujours, il y a des poésies, c'est-à-dire comme le crête sur la tête du pont, comme le germe sur le capot de cobra, l'astronomie se trouve au sommet de Vedanga Sastra. Donc, l'astronomie n'était pas négligée en Inde, c'est développé en même temps que les mathématiques, même un peu élémentaire. Ça donnait tout de suite la réflexion sur le cercle, le diamètre du cercle, parce qu'on peut imaginer que quelque chose qui tourne, donc il faut calculer. Donc, c'est la fameuse histoire de pi. En Inde, ils ne savaient pas le symbole pi, les autres qui ont utilisé, mais je suis obligé d'utiliser le même symbole. Alors, Archimède de Syracuse, avant 2407 avant notre ère, a obtenu la valeur entre 3,142 et 3,154. Il y a plusieurs qui ont travaillé. L'Aryabhata, par exemple, donne une valeur de 3,1416. Et il y a d'autres mathématiciens en Inde, Bhaskara, aussi, il a trouvé d'autres valeurs. Et les contributions d'Aryabhata, c'est toujours très, très important. Et c'est toujours en poésie, je ne vais pas lire le sanskrit. Alors, il dit ajouter 4 à 100, multiplier par 8, puis ajouter 6200. Par cette règle, on trouve la circonférence d'un cercle, un diamètre de 20 000. Alors, quand on fait cette série de calcul, on trouve 3,1416. Alors, c'est ainsi qu'ils ont développé en Inde, Aryabhata, racine carrée et d'autres tables trigonométriques qui sont très valables actuellement. Alors, si on compare maintenant l'histoire de pi, il y a plusieurs gens qui ont contribué à la valeur pour calculer la valeur à partir de l'archimétrie 3,1418, mais je vais attirer votre attention sur Madhava à 1400. Je saute un peu parce qu'il y a plusieurs valeurs, qui a trouvé la valeur de 3,1415926, etc. Mais si vous utilisez le calculateur ou regardez le livre Mathematica, c'est presque le même. C'est vraiment étonnant qu'à 1400, Madhava, il a commencé à faire. Alors, les gens posent des questions. Galileo, qui avait des télescopes, il a observé plein de choses. Comment vous pouvez observer en Inde? Il n'y avait rien du tout en Inde à cette époque, c'est vrai. Mais il y avait l'astronome Lalla de Gujarat qui a écrit encore une poésie, c'est 700 ans après Jésus-Christ. Cette poésie, il décrit les différents instruments qu'il utilisait. C'est très, très simple. Et on peut trouver des figures dans son livre. Alors, je reviens toujours à Madhava parce qu'après Aryabhata, il y avait grande vide en Inde, on dirait. Soit c'est à cause de l'invasion islamique ou d'autres choses, on ne sait pas. Donc, 1400, dans le sud de l'Inde, l'influence islamique était beaucoup en retard. Donc, ils arrivaient à travailler facilement. Donc, il y avait des migrations de connaissances et des hommes du nord de l'Inde, vers Kerala. Alors, à ce moment-là, Madhava, il avait de bons bagages. Il connaissait le zéro, l'infini, l'histoire de pi, la trigonométrie, puis il y avait des transmissions d'oral 100%, pas très souvent, 100%, par des prêtres dans le temple qui travaillaient. Ils s'appelaient Nambudris, c'est des castes dans le temple. Vous voyez, c'est ça Ujjain, où il y avait de Aryabhata. Alors, nous, on est maintenant à Kerala, à peu près 3-4 000 kilomètres loin. C'est avec ces informations de fond et de bon bagage, Madhava et d'autres mathématiciens de Kerala commencent à travailler. Ça marque une histoire dans l'histoire de mathématiques très, très importante. L'école de Madhava, il a fondé une lignée de mathématiciens astronomes qui ont jusqu'au XVIe siècle, ils ont travaillé. Il y avait plusieurs élèves pour lui. Il y a Parameshwara, Damodara, etc. Le plus important, c'est
Voilà, toujours. Il a trouvé quelque chose avant Tycho Brahe. C'est ça qui est important. Alors, dans la même école, Nilakanta Somayaji, un élève de Damodara, il a écrit plusieurs livres et il a fait de grands commentaires sur Aryabhatiyam et contient de nombreux résultats sur le calcul. Et d'autres scientifiques, enfin d'astronomes, dans la même école, dans le même village. J'avais la chance de visiter la maison de Madhava, c'était 1400. Ça se trouve à peu près 80-100 km nord de Cochin. Cette ville, ça s'appelle Irnyalakula. C'est intéressant de noter que mon grand-père a vécu là-bas, mais il ne m'a jamais rien dit. C'est comme ça que l'histoire de mathématiques est perdue en Inde. Alors, quand j'ai visité, le guide m'a expliqué, c'est là que c'est la maison à côté. Il paraît que Madhava, il se couchait sur cette pierre et il regardait le ciel. Tout le monde disait qu'il est fou, il regarde l'étoile, qu'est-ce qu'il va prendre? Alors, on peut visiter encore, toujours, vous pouvez aller visiter cette petite maison de Madhava. Alors, lui, il a contribué, il avait une idée originale. Par exemple, comme je vous ai dit, il connaissait le sinus theta dans leur langage, dans leur méthode. Il a développé une série, θ égale tangente θ minus tan dans le cube θ divisé par 3, etc., etc. Vous mettez maintenant pi sur 4. Pi sur 4, c'est 45 degrés. Vous prenez la tangente 45, c'est 1. Alors, de là, il trouvait la valeur de pi. Alors, si vous regardez le livre maintenant, ça s'appelle Gregory Series et Taylor Series. C'est comme ça que j'ai appris, moi, à l'université. Moi, je ne connaissais rien du tout sur Madhava. C'est qu'il y a 15 ans, j'ai appris. Maintenant, il y a des gens qui font de recherche parce que Madhava, il est écrit en sanskrit ou même en malayalam, c'est une langue. Donc, personne connaît, même les Indiens ne connaissaient pas. Mais heureusement, comme je disais avec certaines personnes ici, les Anglais, ils ont quand même fait certaines bonnes choses. Il y avait M. Wish en 1835. Il a pu obtenir une traduction de livre de Madhava. Il a publié carrément dans la Transaction Royal Society en 1835. C'est l'équation originale de Madhava. Mais même ça, personne n'a lu. Mais il paraît que seulement en 1949, c'est les Indiens, Rajagopal, Rangachari, ils ont trouvé. Et puis, ils ont mis en valeur l'équation de Madhava. Mais même, j'ai vu quelqu'un à l'université de Madras, dans la technologie IIT Madras, j'ai rencontré par hasard un étudiant. J'étais surpris que son prof, il a pris dans sa classe la série de Madhava. Il a dit, ce n'est pas Euler Series, ce n'est pas Gregory Series. Donc, c'est important maintenant, les gens commencent à connaître. Donc, Nilakanta a révélé le modèle d'Aryabhata pour la planète et ils ont même fait des calculs. Alors, Copernicus, il a pensé que la Terre va autour du Soleil en cercle. Mais Nilakanta ou des autres, ils ont proposé une orbite elliptique qui a été vérifiée par Tycho Brahe plus tard, beaucoup plus tard. Mais il y a un déclin de mathématiques en Kerala. Après 1555, il n'y avait rien. Il y a des gens qui disaient à Orissa, qui est dans l'est de l'Inde, ils ont pris un peu, mais il n'y a pas tellement de choses. Mais certainement, c'est l'événement décisif qui a déclenché la chute. C'est l'invasion par Portugais suivie par des Hollandais, des Anglais, et surtout pas de subventions. Parce que ce sont des prêtres qui travaillaient, ils s'étaient aidés par le roi. Comme la main du roi a été coupée, les Anglais sont venus, les Portugais sont venus, il n'y a pas de temple, il n'y a pas de roi, donc le roi ne peut pas donner. Et puis les Anglais, ils savaient qu'en Inde, il n'y a rien de tout, ils négligeaient, puis il y avait un déclin total. Le côte de Malabar était un champ de bataille tout au long du XVIe siècle. Et la première moitié du XVIIe siècle, et les Amarins, le roi qui donnait l'argent pour les prêtres pour faire des recherches, ne pouvait plus aider les chercheurs. Ainsi se termine la grande
évoque de mathématiques de Kerala. Bon, si vous permettez, pour résumer, nous avons vu que les textes védiques et des travaux d'Aryabhata ont contribué énormément pour comprendre le zéro, pour mettre en évidence l'écriture de chiffres qu'on utilise actuellement partout. Et également, il était assez fort en trigonométrie. Il savait écrire le théorème de Pythagore avant le Pythagore. Et la contribution de l'école de Madhava a certainement mis en évidence la valeur précise de le pi. Et ils ont même montré qu'avant Copernicus et Kepler, la Terre tourne autour du Soleil même en orbite elliptique. Une chose importante de noter, c'est que ceci n'était pas en contradiction avec la religion de l'Inde. Ce sont des prêtres, mais ça n'a rien à voir avec la religion. Mais ce n'était pas le cas, on sait, pour Galileo. Galileo a été mis en prison parce qu'il a dit le contraire de l'Église. Voilà, comme je vous ai dit, je ne suis pas un grand spécialiste, mais j'ai bien profité de lire ce livre, Surya Siddhanta par Ebenezer Burgess, c'est une traduction, et Mathematics in India par Kim Klofker, c'est vraiment très en détail, et puis Non-European Roots of Mathematics par George Verghese Joseph. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Surenarayanan. En fait, aujourd'hui, tout en étant à Massy, on voyage beaucoup parce qu'en fait, en faisant les maths, on voit qu'on peut faire de l'astronomie et que du coup, en fait, avec le docteur Abdul Kalam, qui a été quand même un scientifique de renommée dans l'astronomie, ben, en fait, on touche et à travers l'historique qui a été fait dans l'histoire des maths indiennes, on se rend compte que, ben, en fait, on a voyagé entre la Grèce, dans les pays européens, plus comme M. Komaran vous disait, c'est qu'en fait, on est beaucoup plus des citoyens du monde. Essayons de comprendre comment la société puisse progresser. Et l'objectif de cette commémoration en l'hommage de Dr Abdul Kalam, c'est de montrer qu'en fait, dans une société multiculturelle et complexe, ben, en fait, il y a beaucoup de choses à faire. S'il y a des personnes qui veulent prendre la parole, soit sur la suite de Abdul Kalam ou d'intervenir, ils sont tous les bienvenus. Il faut fermer. Fermer le dossier. Il y a des personnes qui veulent prendre la parole, soit sur la suite de Abdul Kalam ou d'intervenir, je peux bien. Non, il faut fermer le dossier. Ah. OK. Qui veut prendre la parole? Docteur Shanmugam, vous voulez prendre la parole? Malheureusement, on ne vous entend pas là. Non, juste son micro est. Vous voulez prendre la parole?
Non, personne. Vous voulez conclure quelque chose? Tu veux ajouter, Robert? Vraiment, tu veux? Robert, tu veux ajouter? Tu dois. On fait la pause et puis on lui a... Oui, s'ils ne veulent pas intervenir. Mais il n'y a personne qui est bavard. Ok, bah, je vous remercie en tout cas. Oui, oui. Donc, je vous remercie en tout cas pour les intervenants, monsieur Guy, monsieur Siroge et monsieur Soranarayanan et monsieur Deva. Et puis, bien sûr, l'ambassade de l'Inde ainsi que madame Lalita Badrine. Pour l'instant, on fait une pause. Donc, ce matin, donc, on l'a fait en français et en anglais. Cet après-midi, à 14 h, on ouvre la session plutôt en français et en tamoul. Donc, pour les autres intervenants, vous êtes tous les bienvenus. Provisoirement, on fait une pause et on se retrouve tout à l'heure. Et bien sûr, il y aura une synthèse de ce qui a été fait aujourd'hui et on vous enverra aux toutes personnes qui sont intéressées. Vous juste envoyer un mail pour qu'on vous renvoie tous les documents. Merci beaucoup. Donc, pour les autres intervenants, vous êtes tous bienvenus. Provisoirement, on fait une pause bien sûr, il y aura une synthèse qui a été faite aujourd'hui et on enverra aux petites personnes qui sont intéressées. Vous juste envoyer un mail pour qu'on vous renvoie tous les deux.